Bienvenue sur Ici Echo. Le système de santé libanais est suffisamment approvisionné en fournitures médicales et en médicaments pour tenir pendant au moins 4 mois en cas de guerre, selon le ministère de la Santé, qui a lancé un centre d'opération d'urgence de la santé publique. Le ministère de la Santé, en coordination avec le syndicat des hôpitaux et des médecins, ainsi avec les autorités compétentes et les importateurs de médicaments et de fournitures médicales, a élaboré un plan d'urgence il y a 8 mois en cas de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays. Ce plan vise à rationaliser l'utilisation des stocks disponibles et à privilégier le traitement des blessés potentiels. Des formations ont été fournies au personnel médical afin d'être prêt en cas de guerre. Si une guerre de grande ampleur devait éclater, il faut assurer la continuité de l'arrivée des fournitures médicales et des médicaments dans le pays. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées aux répercussions de la guerre sur le secteur médical et précisément sur la disponibilité des médicaments et des fournitures médicales, ainsi que sur l'approvisionnement en médicaments essentiels et chroniques afin de répondre aux besoins des hôpitaux du pays. Nous en discuterons avec la présidente du syndicat des importateurs de matériel médical et de laboratoire, Salma Assi, et le président de l'Ordre des pharmaciens du Liban, Joe Saloum. C'est un plaisir de vous recevoir. Joe Saloum, Salma Assi. Merci beaucoup, le plaisir est à nous. Salma, je commence directement avec vous. Si les hôpitaux, espérons donc, ne sont pas directement visés, aurons-nous des problèmes dans le secteur de soins de santé, précisément au niveau des tout ce qui a rapport avec les matériels médicaux, etc. Pour l'instant, le provisionnement de tout ce qui est matériel médical correspond à une période à peu près de 3 à 6 mois, vu les stocks chez les fournisseurs et les stocks dans les hôpitaux. Mais en cas de guerre, il y a des produits qui sont demandés ou utilisés d'une façon plus importante que d'autres. Cela, il y a apparemment un approvisionnement avec le ministère de la Santé. Il y a des donations qui ont été faites qui correspondent vraiment à des produits liés directement à la guerre. Pour l'instant, on n'a pas fait, si vous voulez, un bilan sur ce genre de produits parmi les compagnies. Mais nous savons, d'après nos discussions avec le ministère, que cet approvisionnement est plus ou moins fait. Et il y a encore et encore, hier, il y a 2 jours, je pense, il y a une donation qui est venue qui a été donnée à l'armée libanaise pour les produits liés directement à la guerre. Comment maintenir l'approvisionnement en médicaments et aussi tout ce qui a rapport avec ces matériels médicaux essentiels? Pour l'instant, le train marche normalement, c'est-à-dire... En cas de guerre? C'est ça le problème. Le problème, c'est que si je prends par exemple le cas de 2006, en 2006, il y avait on pouvait passer par la Syrie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est tout ce qui arrive au Liban part en Syrie. Si la mer est bloquée et l'aéroport est bloqué, on a un sérieux problème. Joe Saloum, allons-nous faire face à une grave crise pour obtenir des médicaments pour les maladies chroniques si la guerre s'étend? Premièrement, permettez-moi de saluer le corps médical, surtout dans les zones frontières qui mettent leur vie en danger. Je parle des pharmaciens, je parle des médecins et tout le corps médical. Eh bien, permettez-moi de poser une question légitime. De quel plan d'urgence on parle? Eh bien, prenons l'exemple des pharmacies dans les zones frontières. Il y a plus de 50% des pharmacies qui sont fermées, 50% des pharmaciens qui doivent se déplacer à l'intérieur pour permettre de prévenir les médicaments à leurs patients. Et personne ne pense à aider ces pharmacies qui sont dans les zones frontières. Eh bien, ceci nous a mené à lever la voix que si on a la même situation qu'en 2006, il y a le bombardement des routes essentielles, alors le fournissement de médicaments aux zones frontières, ça devient très difficile, et même au sein du pays.
car malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas de structure souterraine aménagée, électricité réserve, carburant dans chaque région, Mhm. Et il y aura une grande difficulté de prévenir les pharmacies Donc, par les médicaments s'il y a un blocage de l'aéroport et le port aussi. très bien. Mais comment pour vous, comment peut-on maintenir la qualité des médicaments? Pourquoi mettez-vous en garde contre les risques de stockage de ces médicaments? Il n'y a pas un risque de stockage, il faut stocker les médicaments dans des structures souterraines qui sont réparties dans toutes les régions. Car si on a un stockage seulement dans certaines régions et les autres régions, comme ce se passe dans les zones côtières, alors on aura une pénurie de médicaments. En plus, s'il y a une pénurie d'électricité et autres, comment peut-on préserver ces médicaments-là, vu la situation qui se pose au Liban? Salma Rassi, on parle récemment d'un recensement détaillé des besoins des hôpitaux en médicaments et en matériel médical et de laboratoire. Le ministère de la Santé avait bien lancé donc le plan d'urgence. Vous faites partie de ce plan d'urgence. Quel est votre rôle au sein de ce plan d'urgence? Actuellement, le rôle du syndicat est juste de coordonner entre le ministère et les compagnies importatrices au cas où il y a un besoin aigu sur une ligne de produits, que la communication arrive directement chez les compagnies et que l'acte commence immédiatement. Aujourd'hui, on a été demandé de faire une concentration sur quelques produits comme les points de suture, comme les choses qui sont plus utilisées que d'autres durant la guerre. Précisez-moi, expliquez-moi plus. Quels sont les points? Donc, vous devez maintenant vous concentrer sur... Non, on nous a demandé d'avoir un approvisionnement un peu plus important que d'habitude. Au niveau de tout ce qui est lié directement à la guerre, les produits traumatiques, les points de suture, tout ce qui est lié vraiment en cas de guerre. La gravité des patients qui arrivent dus à la guerre ne sont pas comme les patients qui arrivent pour des opérations froides. Mais vous, en tant aussi qu'importateur, est-ce que vous avez les moyens financiers pour pouvoir augmenter vos stocks d'une façon pour être prêt à une éventuelle guerre? Pas vraiment. C'est pour ça que les choses se font petit à petit. Aujourd'hui, on fonctionne d'une façon vraiment très, je peux me permettre de dire bizarre, parce qu'on travaille sur le pur cash. C'est-à-dire, on vend, on essaye d'être payé immédiatement pour réutiliser cet argent pour acheter. Décrivez-nous la situation des importateurs des médicaments et de fournitures en 2024. Par rapport au début de la crise économique en 2019? Il y a une très grande différence. En début de la crise, on a été complètement bloqué. On ne pouvait pas transférer de l'argent à l'étranger pour payer nos fournisseurs et acheter de la marchandise. Il y a eu la subsidization. Oui, les subventions qui ont été. Voilà, par la Banque centrale. Ça nous a fait vraiment fluctuer énormément. On a perdu, parce qu'il y a encore 80 millions de dollars qui n'ont pas été payés. Des factures non payées. Des factures non payées à la Banque centrale, aux importateurs. Donc, vous avez eu des réunions avec le gouverneur par intérim, Wassim Mansouri, pour voir comment traiter avec ces factures? Oui, la dernière, c'était il y a quelques mois, où il m'a dit que lui, il s'est libéré complètement de toutes les factures, de tout ce qui est lié au médical, et ça a été transféré au ministère de la Santé. J'ai revu Dr Abiad, le ministre, et il m'a dit pour l'instant... on ne peut rien faire. Voilà, c'est comme tous les cas libanais. Il faut attendre la restructuration de ces factures et la... Aujourd'hui, l'argent, peu d'argent, c'est ce qu'il m'a dit, le peu d'argent que le ministère est en train de recevoir, elle est plus concentrée vers les traitements chroniques comme la dialyse, etc. Joe Saloum, quelle stratégie le syndicat utilise-t-il pour orienter les pharmaciens vers la nécessité de rationaliser la délivrance de médicaments afin d'éviter le stockage? Eh bien, ça fait 5-6 mois qu'on a appelé les pharmaciens, tous les pharmaciens, à rationaliser la façon de dispenser les médicaments pour prévenir le stockage illégitime et le marché noir qu'on a vu depuis 3-4 années.
Et en ce qui concerne l'importance de la fabrication locale de médicaments, en particulier pour les maladies chroniques, et quelle est la facture aujourd'hui d'importation de médicaments pour vous? Mais ce qui m'importe ici, c'est la fabrication locale de médicaments. Est-ce que Eh cette bien, la fabrication fabrication couvre la locale demande du à marché? elle seule Quel genre constitue de demande? 50% Oui. de Excusez-moi. la consommation des médicaments. Permettez-moi, Joe Salom, permettez-moi, est-ce que c'est possible de reprendre votre réponse? Parce que ma question, en ce qui concerne ma question, combien la production locale couvre la demande locale? C'est ça. Eh bien, la production locale constitue à elle seule 50 à 60% des produits, des médicaments chroniques. Et sans cette production-là, on aurait été en pleine pénurie durant les années passées. Le total de l'importation maintenant est environ 500 à 600 millions de dollars par année et la production locale constitue la même somme à peu près. Salma, est-ce que nous avons une production locale de fournitures et de matériel médical? Zéro. Nous ne produisons rien. Tout ce qui est lié à la fourniture. Mais il faut remettre en question sincèrement, non, parce que pour tout ce qui est lié à la fourniture médicale, parlons pas d'équipement, c'est quand même des coûts très importants du point de vue usine par rapport aux coûts. Si je prends par exemple les aiguilles, les aiguilles, pour fabriquer des aiguilles, on a besoin de quantités énormes pour une rentabilité de l'usine, ce qui n'est pas le cas pour une population de 5 millions. Donc, nos produits sont à 99,99 importés. Certainement, vous êtes au courant. Est-ce que les laboratoires au Liban sont prêts aussi pour... Oui, parce que nous sommes responsables aussi de tout ce qui est produits liés au laboratoire. Pour l'instant, les stocks des laboratoires, tout est normal. C'est-à-dire, on n'a pas fait d'excès. On fonctionne comme si, espérons qu'il n'y a pas de guerre. Pour l'instant, on fonctionne normalement. Est-ce qu'en ce qui concerne les patients dialysés et les réserves et leurs réserves de médicaments et de matériel médical? Pareil, nous avons un stockage à peu près chez nous de 3 à 4 mois. Ainsi que dans les hôpitaux, pareil. Tout ce qui est, je ne parle pas médicaments, moi je parle tout ce qui est filtre, etc., tout ce qui est fourniture médicale pour les patients dialysés. Actuellement, il n'y a pas de souci. On a un stock à peu près qui couvre 3 à 6 mois. Mais par contre, là, je rehausse la voix parce que s'il y a, espérons pas, la guerre, on aura un souci parce que la façon d'importer, on n'a pas de moyens. On ne voit pas comment. Si la mer est bloquée, l'aéroport est bloqué, on ne peut pas importer par la série. Là, on aura un sérieux problème. Est-ce que vous faites face aujourd'hui à des obstacles au niveau des importations? Pas du tout. Pour l'instant, tout fonctionne. Ça fonctionne normalement. Ça fonctionne normalement. Ça prend un peu plus de temps vu le fonctionnement, ce qui concerne tous les ministères. La bureaucratie. La bureaucratie des ministères libanais. Donc les choses prennent plus de temps que d'habitude. Mais pour l'instant, ça va. Qu'en est-il des patients atteints de maladies chroniques et graves? On parle ici aussi de l'oncologie et tout ça. L'oncologie, etc. Pour l'instant, ils sont traités. Les hôpitaux fonctionnent encore plus ou moins normalement. On maintient, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, on maintient. La situation n'est pas évidente, la situation n'est pas facile. On vit dans une guerre sans être dans la guerre. On subit les conséquences de la guerre sans être vraiment bombardé par la guerre. Mais, on est en hémorragie continue. Exactement, mais je rappelle à tout le monde, nous sommes Libanais. Joe Saloum, quel est le sort des médicaments pour les maladies incurables? Donc, ou bien les maladies, ou bien les médicaments contre le cancer, disons, même aussi les médicaments qui ont été subventionnés, etc. Eh bien, c'est là le problème qui se pose. Les maladies incurables, les médicaments subventionnés par l'État, nous savons que nous avons besoin chaque mois de 35 millions de dollars de médicaments pour les maladies incurables, de cancer, de sclérose en plaques et autres. Ces médicaments sont disponibles en quantité minimale. Plusieurs malades
de Mais, cancer. permettez-moi, vous me dites 35 millions. À ces médicaments. Si Permettez-moi. on a la guerre, Joe la Saloum. question qui se pose, C'est comment ça. on va acheter, amener ces produits-là? On paye par mois 35 millions de dollars et on est toujours en pénurie. Pas de médicaments, ou bien si les médicaments sont disponibles, ils sont toujours rares. Mais pourquoi? Eh bien, on a besoin de 35 millions de dollars. Je ne sais pas maintenant le budget c'est combien, mais je sais que maintenant il y a plusieurs malades. La majorité des malades de cancer ou de MES ne trouvent pas leurs médicaments. D'un mois à un autre, ils attendent leurs médicaments. Et si on est en période de paix, plus ou moins, si on est en guerre, qu'est-ce qu'on va faire? Vous dites qu'environ 50 000 patients sont privés de médicaments. De quel type de médicaments s'agit-il? Et vous-même parlez, vous parlez aussi de... Il y a au Liban presque 40 000 malades de cancer. Il y a presque 5 000 malades de sclérose en plaques. Il y a 5 000 autres malades, patients de maladies incurables. Et ils ont besoin de toutes sortes de médicaments. Quel est le danger de se tourner vers le marché noir pour obtenir les médicaments? La qualité des produits et la qualité des produits, la façon du stockage de ces produits-là et la contrebande, et ainsi que le prix qui est très élevé. Donc, Salma Assi, qu'en est-il des patients donc, atteints de cancer en cas de guerre, vous pensez? Là, je pense, c'est une question qu'il faut poser à M. Djourayeb, c'est lui qui est responsable des compagnies. Je pense ils ont fait un plan B pour l'importation de médicaments via Chypre, ce qui n'est pas notre cas. Donc, il y a une façon de faire pour essayer quand même de continuer à importer les médicaments. Et pour les patients dialysés, vous êtes aussi là pour, essaye pour maintenant importer des... Exactement. Certains des matériaux. Donc, On va essayer on travaille très proche avec Joe et on va essayer d'utiliser le même circuit pour tout ce qui est urgence, tout ce qui est matériel d'urgence. Est-ce qu'on souffre toujours de pénurie au niveau de fourniture médicale? Sincèrement, pas une pénurie, mais on n'est pas en train de suivre le marché mondial dans les innovations de tout ce qui est produits médicaux. Au Liban, nous sommes en stagnance. La situation avec les produits que nous avons est stagnante. Comme on le sait, mondialement, il y a tous les mois, si ce n'est toutes les semaines, des innovations. Actuellement, le Liban ne se permet pas, vu la situation économique, de suivre ces innovations mondiales ce qui veut dire malheureusement pendant une longue période nous étions l'hôpital de l'Orient, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Joe Saloum, en tant que pharmacien, avez-vous remarqué que les citoyens ont commencé à stocker de médicaments malgré toutes les garanties et les assurances, tandis que les personnes concernées insistent aujourd'hui sur le fait que ce n'est pas la réalité? Vous êtes sur le marché, vous savez très bien si ces citoyens ont commencé à stocker les médicaments. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'ajouter quelque chose à ce que Mme Salma Assi a dit. Concernant l'innovation des médicaments, avec 60 bureaux scientifiques qui sont fermés, qui a fermé la plupart d'entre elles, il n'y a plus malheureusement, on ne parle plus de médicaments innovation au Liban. Car vous savez le rôle des bureaux scientifiques concernant ce sujet-là. En ce qui concerne le stockage de médicaments chez les patients, il n'y a pas tellement un grand afflux à stocker les médicaments vu la situation économique des patients. Si on était à la même situation économique en 2006, peut-être on aurait eu la même situation. Mais en plus, il y a une demande de l'ordre des pharmaciens à tous les pharmaciens de rationaliser la façon de dispenser les médicaments, de donner les médicaments aux malades qui ont besoin des médicaments.
et d'abstenir de donner les médicaments quand on a un certain doute que ces médicaments-là vont vers un stockage illégitime pour aller au marché noir. Très bien. Joe Saloum, vous considérez que nous vivons dans un état de blackout complet en ce qui concerne la sécurité sanitaire. Et vous dites, est-il raisonnable qu'à ce jour, nous n'ayons reçu aucune information de quelques autorités, que ce soit sur le lait frelaté, que ce soit pour les bébés ou les adultes, afin que nous puissions émettre une circulaire en interdisant sa distribution, comme nous l'avons fait dans le cas des compléments alimentaires, dont donc vous dites que vous avez estimé que la qualité et l'efficacité des médicaments et de tout ce qui en découle sont devenus de simples points de vue. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dossier de ce lait? Eh bien, jusqu'alors, nous n'avions eu aucune information concernant le lait. Eh bien, en tant que pharmacien, vous savez que quand il y avait le problème des produits périmés, qu'on a changé la date d'expiration, nous avons donné l'ordre à tous les pharmaciens de s'abstenir. Juste expliquez-nous, c'était quoi le cas au niveau du lait? Parce que pour les téléspectateurs qui ne savent pas, donc qui ne sont pas au courant de cette histoire. La question qui se posait concernant deux genres de lait, le lait des enfants entre 0 et 6 mois, les 6 mois et 12 mois, ainsi le lait pour les adultes. Concernant le lait des enfants jusqu'à 12, il y avait une grande concentration de sucre dans ce lait. On sait qu'on peut utiliser un lait jusqu'à 5% de concentration en sucre. Il y a plus cette concentration-là. Et concernant le lait des adultes, il y a une concentration en saturated fat, en lipides saturés. C'est la question qui se pose dans ce lait-là. D'accord. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas de réponse, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour-là. Oui, oui. Bien voilà, ça c'est triste. Donc voilà, tout à fait. La présidente du syndicat des importateurs de matériel médical et de laboratoire Salma Rassi. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et aussi le président de l'Ordre des pharmaciens du Liban, Joe Saloum. Je vous remercie aussi. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.